Dans l'armée des écrivains, nous autres traducteurs, nous sommes le pied de paille. Dans le personnel de l'édition, nous sommes la doublure interchangeable, le besogneux presque anonyme. Sauf en France et en Angleterre quelques honorables exceptions, si la couverture d'un livre traduit porte le nom de l'auteur et le nom de l'éditeur, il faut chercher à la page de titre intérieur, et plus encore face à cette page, tout en haut ou tout en bas, dans le plus petit caractère possible, le mieux dissimulé possible, le misérable nom du traducteur. L'opération par laquelle un texte écrit dans une langue se trouve susceptible d'être lu dans une autre langue est sans doute un acte vaguement indécent, puisque la politesse exige qu'on ne le remarque pas. Là-dessus, tout le monde est d'accord, et aussi bien les critiques que les lecteurs. Quelques maniaques tentent parfois de signaler des merveilles, il y en a, et plus souvent de crier au massacre. Mais ces maniaques sont toujours des traducteurs, et qui les écoutent, d'autres traducteurs. Nous vivons en circuit fermé. Le fléau de l'espéranto et du volapük ne nous hante plus. Mais la machine à traduire nous guette, qui traduira plus vite et plus juste que nous, disent les prophètes de malheur, et voici venir la traduction presse-bouton. Si bien que les temps difficiles que nous vivons seraient encore un paradis. Il faut ajouter que nous sommes, comme tout prolétariat, coincés entre l'offre et la demande, et coincés une deuxième fois entre la qualité et le rendement. Nous ne sommes même pas sûrs de nous entendre entre nous. Les techniques, comme nous disons dans notre jargon, envient les littéraires, parce que les littéraires n'ont pas de difficulté de vocabulaire, et les littéraires envient les techniques, parce que les techniques n'ont que des difficultés de vocabulaire. Nous nous efforçons tout de même, comme nous pouvons, d'améliorer notre métier, et de temps en temps, pour nous encourager ou nous consoler, nous allumons un cierge devant l'effigie de nos saints patrons. Saint Jérôme, qui fit quelques contresens, et saint Valéry Larbaud, qui n'en fit aucun. Saint Étienne Dollet, qui nous donna notre première charte, et le bienheureux Jacques Amiot, et Chapman, et Galland, et Burton, et Schiller, et Nerval et Baudelaire qui nous ont prouvé l'existence du miracle. Ces faiseurs de miracles, nous en avons besoin. Car s'il s'agit effectivement de métier sur le plan du travail quotidien, lorsque le résultat de ce travail atteint à une rigueur indiscutable, ce qui est rare, à une permanence universellement reconnue, ce qui est encore plus rare, c'est qu'entre le travail et le résultat du travail, quelque chose de peut-être indicible s'est passé. Par exemple, il ne viendrait à l'idée de personne de traduire après Amiot, Daphnis et Chloé, après Baudelaire, les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Baudelaire avait du génie, mais Amiot, l'élément indicible n'est pas le génie. D'autre part, pour ne pas quitter ces deux exemples, on a relevé dans Amiot des contresens et dans Baudelaire des faux sens, d'où il ressort que l'imparfaite connaissance de la langue que l'on entreprend de traduire n'est pas toujours un obstacle. Et pourquoi tant d'admirables anglicistes dans les 50 dernières années ont-ils vainement traduit Shakespeare, vainement puisqu'il faut recommencer? Ils ne commettaient, eux, ni contresens, ni faux sens, ni faute de français. On répondra qu'ils n'étaient pas écrivains. André Gide était écrivain, savait honorablement l'anglais, s'entourait des plus justes conseils. Ses traductions de Shakespeare ne ressemblent pas à Shakespeare. Il n'a pas, lui non plus, franchi l'obstacle. Où est l'obstacle? Une chose est de le forcer, et de le tourner, et de l'effacer, enfin, d'en venir à bout, à quoi chacun de nous tâche à l'aveugle de parvenir. Une autre de le connaître. Personne, apparemment, en dehors de quelques rares traducteurs, ne s'était avisé de poser le problème. Pour la première fois chez nous, un linguiste fait aux traducteurs l'honneur de prendre leur activité au sérieux. C'est Georges Mounin. Avec la thèse que Georges Mounin a soutenue sur les problèmes théoriques de la traduction, nous nous sentons tous dans la peau de M. Jourdain. Que M. Jourdain traducteur ouvre par hasard à la page 55, et du premier coup il va s'écrier « Comment ? Lorsque je traduis,
He swam across the river, pas il traversa la rivière à la nage, j'accomplis une opération linguistique. Mais bien sûr, puisque vous remarquez aussitôt, monsieur Jourdain, faisant passer le propos d'une langue dans l'autre, que la linguistique, même inconsciente, vous est nécessaire pour ne pas traduire en patagon, il nagea à travers la rivière. La linguistique vous apprend ce qu'un vieux professeur d'anglais enseignait avant tout aux grands commençants, comme disent les universitaires. En anglais, la pensée ne court pas sur les mêmes rails qu'en français. L'anglais ici commence par le mouvement du corps. He swam, notion concrète que le verbe exprime, le lieu de ce mouvement étant confié à une simple préposition, across. Le français relègue le mouvement du corps à ce que l'ancienne analyse grammaticale appelait un complément circonstanciel, à la nage, et pour lui le mouvement est un déplacement abstrait. Il traversa. Le point fixe et commun aux deux langues se trouve être cette fois l'objet. Mais ici le mot qui désigne l'objet reste indécis, faute de contexte, puisque l'anglais nomme indistinctement du même mot river ce que nous séparons en fleuve et rivière. Et voilà pourquoi monsieur Jourdain fait de la linguistique. Voilà pourquoi le détail seul, l'exemple seul prouvant quelque chose, toute discussion sur des problèmes de traduction s'enlise en général dans les détails. Passer du détail à l'ensemble, de la pratique à la théorie, c'est se colter, pioche en main, avec des montagnes de déblais. Construire sur les précipices, creuser dans le roc, être à la fois géomètre et bâtisseur de ponts. Georges Moulin s'y prend comme un brave, retroussons nos manches. Dans un impressionnant monceau de documents, d'ouvrages de linguistique pure et de linguistique comparée, aussi bien étrangers que français, il a trié, compté, classé. Il a procédé par catégorie, confronté point de départ et conclusion, et trouvé moyen d'être clair dans une démarche compliquée. On avance avec lui dans l'émerveillement et dans l'inquiétude. Dans l'émerveillement, comme l'honnête matelot qui navigue à l'estime et voit arriver le camarade sorti des écoles, muni du calendrier des marées, de la dernière édition des cartes et d'un sextant perfectionné. Dans l'inquiétude, parce que ces magnifiques moyens démontrent 100 et 1000 fois que le métier de traducteur est impossible, et qu'on avait raison de se méfier. Qu'on en juge. Il s'agit donc, puisque le passage d'une langue à l'autre ne va pas de soi, de définir en quoi consiste l'obstacle, opération à la fois d'analyse, de quoi est fait tel ou tel obstacle, et de synthèse, quel est l'élément que ces obstacles ont en commun. Divisant son sujet par ordre, Georges Moulin expose d'abord de quelle nature est l'obstacle proprement linguistique, ayant trait aux structures de tel langage par rapport à tel autre, dont relève l'exemple de la rivière traversée à la nage. Une même expérience peut être vue et découpée d'une manière différente. L'action regardée, la même dans le monde de l'expérience, n'est pas la même dans l'analyse linguistique. Tant pis, on sait que nous sommes prêts à nous contenter d'approximations. Mais il y a plus grave. Que se passe-t-il lorsqu'il faut décrire dans une langue un monde différent de celui qu'elle décrit ordinairement? Comment traduire la parabole évangélique du bon grain et de l'ivraie? Comment faire comprendre le comportement du semeur dans une civilisation d'Indiens du désert où l'on ne sème pas à la volée, mais où chaque graine est individuellement déposée dans un trou du sable? Comment traduire désert dans la forêt subéquatoriale amazonienne? Même lorsque les disparates sont moins éclatants, l'ensemble de l'expérience pour un peuple ou pour un pays donné, que les ethnologues appellent culture, ne recouvre jamais entièrement un autre ensemble, fût-ce dans l'ordre seulement matériel. On ne traduit pas dollar, on ne traduit pas rouble, puisque la chose en France et en français n'existe pas. Et comment traduire en anglais ne serait-ce que 3 ou 4 des 50 mots qui désignent dans la région d'Aix en 1959 tel ou tel genre de pain? Baguette,
flûte, couronne, fougasse, fusée, etc., et dont Georges Moulin donne une liste à faire frémir. Inversement, dans un registre plus modeste, quand on aura traduit le scone écossais et le muffin anglais par petit pain, on n'aura rien traduit du tout. Alors que faire? Mettre une note en bas de page avec description, recettes de fabrication et mode d'emploi? La note en bas de page est la honte du traducteur. Mais il y a pire. On se croyait tranquille avec une notion aussi simple que celle des couleurs. Pour tous les hommes, après tout, le vert est vert, le rouge est rouge. Il suffit de savoir de quel vocable chaque langue les désigne, et là, au moins, un terme peut exactement recouvrir l'autre. Erreur, illusion. Le grec a le même mot pour un vert jaune et pour un rouge, le même mot pour un vert jaunâtre et pour un brun grisâtre. On est surpris parce qu'il s'agit du grec que l'on respecte a priori, mais l'anglais aurait dû nous habituer. Les habits rouges des soldats anglais qui demeurent l'uniforme des cavaliers des chasses à courre. Ils les appellent pink habits. Pink, comme les œufs du lapin blanc d'Alice. Pink eyed. Ils sont rouges, bien sûr. Et sauf l'innocent étranger qui se fie à la logique et au bon sens, tout le monde sait que pink, adjectif, veut ici dire rouge, et partout ailleurs rose, honnêtement, comme dans le dictionnaire. Ces glissements de signification, souvent infiniment plus subtils, à l'intérieur d'un même langage, ont été baptisés par certains linguistes connotations, termes barbares et conceptions confuses que Georges Moulin parvient à rendre clairs, comme il rend claire une conception nouvelle des universaux appliqués au langage. Mais les universaux ne résolvent rien, puisqu'ils ne se préoccupent que de ce qui est suffisamment général pour être identique chez tous les hommes. Soleil, lune, pluie, par exemple. La difficulté reparaît tout de suite, avec neige, glace, verglas. Si l'on se débarrasse des latitudes, comment esquiver le temps? À 2 siècles près, les mêmes mots n'ont pas toujours le même sens. L'ennui de Racine, le cœur de Corneille. Nous revoilà dans les connotations. Et personne ne parle des variations qui ne se peuvent percevoir que par l'oreille. Must I remember, dit Hamlet dans le célèbre monologue où il évoque la mort de son père. Faute de prendre garde à la scansion du vers shakespearien, on ne s'aperçoit pas que le I, souligné par un temps fort, veut dire moi et non je. Faut-il, moi, me souvenir? Moi et non pas elle. Tout le sens est changé. Entre tous ces pièges, pièges des structures linguistiques, pièges des cultures, pièges des vocabulaires, pièges des civilisations, le traducteur est rejeté de l'outrecuidance, tout peut se traduire, au désespoir, rien ne peut se traduire. Au terme de sa longue étude, la conclusion du linguiste que la passion de traduire n'aveugle pas est plus nuancée. La linguistique contemporaine, dit Georges Moulin, aboutit à définir la traduction comme une opération relative dans son succès, variable dans les niveaux de communication qu'elle atteint. Un autre linguiste dit que la traduction consiste à produire dans la langue d'arrivée l'équivalent naturel le plus proche du message de la langue de départ, d'abord quant à la signification, puis quant au style. Mais Georges Moulin remarque avec justesse que cet équivalent naturel le plus proche est rarement donné une fois pour toutes. Et il est vrai qu'on n'en a jamais fini, que chaque traducteur a souvent envie de recommencer les traductions des autres, et toujours de recommencer les siennes. Le livre de Georges Moulin est passionnant pour nous, ne serait-ce que parce qu'il nous délivre de l'inquiétude muette ou criante à laquelle notre travail nous voue. Ce n'est pas nécessairement notre maladresse qui est en cause, un métier que l'on fait d'instinct. Comment en avoir une vue juste? Nous ne savions rien sur les fondements de notre métier. Avec les problèmes théoriques de la traduction, notre univers familier devient un nouveau monde. Nous apercevons enfin dans son entier ce monstrueux obstacle de Babel, dont nous rencontrons tous les jours les pierres éparses. Nous en renversons parfois quelques-unes. Il faudra bien essayer de continuer, et les machines ne nous aideront guère. Oui,
Tout ce qui peut réellement se traduire sera traduit par elle. Mais la marge est minime. À nous tout le reste. À nous les approches plus ou moins accomplies, les fureurs de fidélité, les enthousiasmes mal récompensés. À nous l'impossible. L'impossible, c'est le désespoir, mais c'est aussi la revanche du traducteur.